et bonjour à tous, bienvenue dans cette quatrième partie. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc l'idée ça va être de venir sélectionner nos boutons qui ont déjà été créés et de capturer l'événement. Donc aujourd'hui on va faire uniquement du JavaScript. Lorsqu'on clique sur l'un des boutons, on va exécuter quelque chose, on va exécuter un script et ce script il va appeler du coup notre API. Donc si on on sectionne en différentes étapes, on va avoir dans un premier temps, donc là on va se concentrer dans un premier temps sur le bouton like, on fera l'autre bouton après, vous allez voir c'est très simple. Donc on va d'abord venir sélectionner, donc vous vous souvenez, on avait vu comment en JavaScript, comment manipuler le DOM, comment manipuler les objets HTML, et donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va venir sélectionner dans un premier temps notre bouton qui a l'identifiant like. Donc je vous ai mis le code en haut à droite, donc grâce à un document getElementById, et ensuite une fois qu'on l'a sélectionné, on va pouvoir rattacher l'écoute d'un événement grâce à la méthode addEventListener, et nous on va écouter l'événement du clic. Donc lorsque le clic se déclenche sur ce bouton, on va donc lancer notre instruction. Donc déjà on va essayer de faire ça et on va essayer de débugger, mettre un petit console.log pour voir s'il s'affiche bien. Donc là pour le moment j'ai mon formulaire de login, quand je clique sur login j'ai ça, et pour le moment mes boutons ne fonctionnent pas. Donc ça c'est tout à fait normal, on va le faire ensemble. On va se rendre du coup dans notre partie JS, puisqu'aujourd'hui on va faire essentiellement du JavaScript. Et on avait déjà commencé un petit peu à afficher les éléments, donc ça va nous servir, on va le réutiliser. Pour le moment je le laisse de côté, nous ce qu'on veut c'est détecter l'événement du clic. Donc souvenez-vous, pour détecter l'événement du clic, je vais du coup venir dans un premier temps sélectionner mon bouton. Donc on avait vu qu'il fallait faire pour ça un document.getElementById. Donc pensez bien à vous positionner au niveau de la racine de votre script.js, puisque ce code là va s'exécuter dès le chargement de notre application. Dans tous les cas ça n'a pas d'impact, puisque on va vérifier l'événement du clic, on va uniquement le vérifier au moment où l'événement se passe sur le bouton, donc même s'il n'est pas visible, c'est pas bien grave si le script est chargé. Une fois qu'on a ça, nous ce qu'on veut c'est ici lui dire bah tiens je veux sélectionner tel élément. Donc cet élément, on l'avait vu ensemble, il a l'identifiant like. On va les vérifier par nous-mêmes, on va aller dans l'index.html. Donc là je vais pouvoir fermer l'arborescence parce que ça me prend un petit peu de place. Je clique ici et ça me ferme mon arbre. Quand je scrolle un petit peu vers le bas, je vois que j'ai bien mon identifiant like, donc c'est bien mon bouton qui est ici. Donc je vais pouvoir le sélectionner grâce à son ID, je me rends dans mon script et ici je mets donc like. On peut même faire un petit console.log de ça, on peut par exemple le stocker dans une variable qu'on pourrait appeler like est égal, voilà, ensuite je fais un console.log et là je vais pouvoir inspecter ce qui se passe à l'intérieur de cette variable. N'hésitez pas à faire souvent des console.log, ça permet de savoir où on en est, si tout est ok. Donc pour afficher les console.log, il faut afficher la console. Donc là je me rends sur ma page, clic droit, inspecter. J'utilise Google Chrome personnellement. Et du coup je vais moi détacher la fenêtre pour y voir un petit peu plus clair. Alors j'appuie sur le bouton et je vais la mettre juste en bas. Donc là on voit que dès le chargement de la page, mon script s'exécute. Donc je vais venir sélectionner mon bouton avec l'identifiant like, je le stocke dans une variable. Et ensuite j'affiche ma variable dans mon debugger et je vois que j'ai bien mon élément qui s'affiche dans mon console.log. Donc c'est super, j'ai tout ce qu'il me faut. Maintenant que j'ai ça, donc ça je vais pouvoir le supprimer, c'était juste pour tester et débugger un petit peu. Je vais pouvoir également supprimer ma variable. Moi ce que je veux maintenant c'est lui rattacher l'écoute d'un événement. Donc, on avait dit qu'on voulait savoir lorsqu'on clique sur ce bouton exécuter des instructions. Donc là je vais lui rattacher un addEventListener. Donc on voit que là, Visual Studio il vous propose une documentation avec tous les différents arguments qu'on peut renseigner. C'est tout simple. Le premier, ça va être le type d'événement. Donc nous, ça va être clic. Si vous souhaitez savoir tous les événements qui existent, vous pouvez pourquoi pas ici entre les parenthèses faire un contrôle espace et ça va vous proposer toutes les
tous les événements qui vous sont proposés. Voilà, donc vous avez vu qu'il y en a pas mal. Et ça vaut pour toutes les... que ce soit pour le HTML, tout ce que vous voulez. Quand vous faites un contrôle espace, ça vous permet de vous proposer l'autocomplétion. Donc moi ce que je veux, c'est détecter le clic, et une fois que le clic a été détecté, je vais exécuter une fonction. Donc là je vais mettre un deuxième argument, je sépare ça par une virgule, et là je vais faire une fonction. Et dans cette fonction, pour le moment, on va juste faire console.log, et à l'intérieur je vais simplement mettre une chaîne de caractères avec clic à l'intérieur. Donc là je vais me rendre au niveau de mon bouton, j'appuie sur login, je vais avoir mon bouton qui va s'afficher, donc là ça met un peu de temps. Je sais plus si on avait enlevé le set timeout, non c'est bon, c'est juste que l'API met un peu de temps. Et donc quand je clique dessus, vous voyez que j'ai bien mon clic dans la console qui s'affiche, donc c'est parfait. Maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir faire ce que je souhaite. Donc là je vais le supprimer. Et maintenant ce que je souhaite faire, c'est faire apparaître un profil. Donc on avait vu que pour faire apparaître un profil, on l'avait fait ici au chargement au moment où on clique, où on soumet le formulaire, où on clique sur le bouton login. On avait fait une requête, on avait appelé notre API. Ensuite, on avait sélectionné, on avait du coup caché notre loader, etc. Bon ça, on va pas s'en occuper, puisque nous c'est au moment où on clique sur le bouton, on va pas réafficher le loader à chaque fois, ça sert à rien. Et ensuite, on avait créé une image, on lui avait rajouté la classe IMG, etc., etc. Donc là, on va pouvoir faire la même chose. Je vais donc me rendre ici. Je vais faire appel à mon API. Donc pour ça, je vais faire un fetch. Ensuite, je vais prendre l'URL ici. Je vais pas m'embêter. Voilà. Et je vais les mettre ici. Et donc là, on va mettre notre callback, puisque on va appeler notre API. Cette API va nous renvoyer des données, donc va nous renvoyer une réponse. Cette réponse, on va la mettre ici, on va la réceptionner et on va la parser en JSON. Une fois qu'elle a été transformée en JSON, on va donc la réceptionner dans un deuxième callback, et ici on va faire un simple console.log pour voir si tout est OK. Voilà, donc ça va se déclencher au moment où je clique sur mon bouton. Je retourne au niveau de mon bouton, je clique dessus, et je vois que j'ai bien une réponse qui est renvoyée. Si je clique, à chaque fois j'ai bien la réponse. Alors bien sûr, hein, c'est pas du tout optimisé de faire ça, mais on va faire les choses étape par étape, et après on va optimiser les choses. Donc du coup, une fois que j'ai réceptionné mes données, ce que je veux c'est les afficher. Pour les afficher, je vais venir sélectionner ce qu'il y a déjà de présent à l'intérieur de ça, pour supprimer ce qu'il y a à l'intérieur, et mettre mes nouvelles données. Déjà on va mettre nos nouvelles données, dans un premier temps. Donc on l'avait fait pour ici, donc autant reprendre le code qu'on a déjà fait. Donc on va se créer une image, ensuite on va le faire ensemble pour faire un petit récap. Donc je vais me créer ici une variable img. Dans cette variable img, du coup, je vais me créer un élément HTML via le JavaScript. Donc pour faire ça, on avait vu que on pouvait prendre notre document. Et pour sélectionner un élément HTML, on avait vu qu'il fallait faire un document.getElément by tagname, by id, etc. Nous, ce qu'on veut ici, c'est venir sélectionner un élément déjà existant. On veut créer un élément de toute pièce. Donc ici, je vais faire un point create element. Ensuite, on va renseigner quel type d'élément. On va renseigner le tag. Donc nous, en l'occurrence, ici, c'est une image. Et donc là, on vient de créer une image HTML via notre script JS. Bon, bien sûr, cette image n'est pas présente, elle n'existe pas. Hein. Ici, si je clique sur login, j'ai beau fouiller dans le code, mon image n'existe pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une classe à cet élément. Donc là, je vais venir sélectionner ma variable qui stocke mon élément. On peut même faire un console.log. Donc je vous incite vraiment à faire souvent des consoles.log. Comme ça au moins, ça vous permet de savoir où vous en êtes. Donc là, je clique sur mon bouton
et il me dit qu'il n'arrive pas à accéder à IMG. Bon, c'est pas grave. On va directement lui rajouter une classe. Donc là, je vais prendre ma variable. Je vais venir sélectionner la méthode classList. Donc classList est pour accéder à toutes les classes qui appartiennent à mon élément HTML. Pour l'instant, étant donné qu'il vient d'être créé, il n'en a pas. Et ensuite, je vais faire un point add. Si on veut supprimer une classe déjà existante, je peux faire un point remove. Donc, on va faire un point add. Et ensuite, on va mettre la classe qu'on souhaite mettre. Donc, par exemple, moi, je vais mettre Thomas. Donc, on a créé notre élément HTML dans notre code JS, mais il n'est pas présent dans notre DOM, il n'est pas présent dans notre HTML. Il va falloir l'insérer à l'intérieur de notre HTML. Alors moi je veux pas l'insérer n'importe où, je veux le mettre à un endroit bien spécifique. Si je me rends dans mon index.html, j'ai ici un formulaire et on a notamment ici un identifiant login. Alors c'est pas ici qu'on devait le mettre, voilà, c'est ID card. Voilà. Donc nous ce qu'on veut faire c'est le mettre à l'intérieur de card, de cet identifiant là. Donc pour le mettre à l'intérieur de cet identifiant, je vais d'abord devoir sélectionner mon élément. Donc je vais faire un document.getElément by ID, et du coup on avait dit qu'il s'appelait card. Et ensuite je vais faire un point append. Donc le point append, il va détecter les éléments qui sont déjà présents à l'intérieur de ma div, et il va tout simplement les mettre à la suite. Donc il va pas tout écraser, hein, il va juste les mettre à la suite. Nous ça nous arrange. Et ensuite, à l'intérieur de ça, je vais mettre l'élément que je souhaite rajouter. Donc nous, il est stocké dans notre variable IMG. Donc maintenant, si je clique sur mon login, que je clique sur mon bouton, je vais me rendre à l'intérieur de mon inspecteur, à l'intérieur de card. Donc là on voit qu'il n'a pas été rajouté. Alors comment ça se fait? Donc là c'est un problème avec la promesse apparemment. Je clique dessus. Voilà, cannot access to IMG. Donc là en fait ce qui se passe, c'est qu'il essaie d'exécuter ça avant que on reçoive la réponse de notre API. Donc c'est ça en fait qui nous pose problème. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut bien surveiller la console, parce qu'il y a des erreurs qui s'affichent à l'intérieur et ça nous permet vraiment de voir ce qui se passe. Et sans ça, ce serait impossible de débugger notre code. De toute façon, il y a 90% du code qu'on écrit, hein, c'est du debug. Hop. Voilà, donc on va essayer de lire un petit peu cette erreur. Donc il nous dit que cannot access to IMG, before initially. Donc en gros, ce qu'il nous dit, c'est qu'il n'arrive pas à accéder à l'image. Tout simplement parce que il n'a pas encore reçu la promesse. Donc on va peut-être à ce niveau là attendre que ce soit chargé. Donc ce qu'on peut faire à la limite, alors ça c'est un problème qui aurait pu être résolu très facilement, mais là c'est vrai qu'on s'est un peu complexifié la vie, mais c'est pour l'exercice. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer tout en haut une variable. On va se créer une variable qu'on va appeler isLoading, par défaut qui sera égale à false. Ça va être pour indiquer que la page a bien été chargée, que toutes les données sont bien chargées. Par défaut elle est égale à false, ça veut dire que par défaut les données ne sont pas chargées. Donc on va se rendre au niveau de notre appel API, et ici on va tout simplement vérifier avec une condition. On va faire un if. On va vérifier qu'on a bien reçu notre réponse. Donc ici on va faire un if response. Donc si on a bien reçu notre réponse, dans ce cas-là, on va lui dire que isLoading est égal à true. Donc là on vient de réattribuer la valeur de isLoading pour lui indiquer que c'est bien un true. Alors après c'est vrai qu'on a ce qui est bien en faisant ça, c'est que là notre variable elle est accessible tout en haut. Donc on va pouvoir ensuite, pourquoi pas, gérer le loader, faire ce genre de choses. Et là c'est vrai qu'on s'est encore compliqué un petit peu la vie pour pas grand chose, mais c'est pas grave. Et ici on va faire un if isLoading, donc on va vérifier que tout est chargé, et on va mettre tout ça plus haut. Donc je vous rappelle, un Alt, vous faites une sélection, ensuite Alt, touche directionnelle vers le haut ou vers le bas, ça vous permet du coup de déplacer facilement des éléments.
Donc là on va cliquer sur notre bouton, on clique sur notre bouton like, et donc il nous dit encore qu'il n'arrive pas à accéder à notre élément. Alors en fait le problème ne vient pas de là, donc j'ai supprimé ça. Hop. Voilà, donc on va également supprimer ça, on n'en a plus besoin. C'est une erreur toute bête. Voilà, vous pouvez tout supprimer. Le truc c'est que ici, vous voyez, j'ai créé un élément et je lui ai passé un argument, une variable. D'accord? Donc lui, il essaye ici de créer un élément avec la valeur de cette variable, sauf que cette variable, elle a été créée à aucun moment, donc elle n'existe pas. Donc il n'arrive pas à créer cette variable, tout simplement ici, il fallait mettre des guillemets pour que ce soit bien pris en compte. Maintenant quand je clique sur login, que je clique sur mon like, vous voyez que j'ai bien l'image, ici si j'inspecte mon élément, j'ai bien mon image avec ma classe Thomas. Donc il a bien été créé et inséré à l'intérieur. Donc si j'aurais pu également, pourquoi pas, faire ici un argument avec une variable, mais dans ce cas-là, il aurait fallu créer ma variable et ensuite à l'intérieur mettre une valeur. Mais bon, c'est faire beaucoup de choses pour pas grand-chose. Là, je peux mettre directement mon argument en chaîne de caractères. Donc là, je viens de créer mon élément, je lui ai rajouté une classe et je l'ai bien mis du coup à l'intérieur de mon HTML. Donc maintenant que j'ai bien fait ça, je vais pouvoir passer à la suite. Hop. Et donc, on va tout simplement, une fois qu'on l'a inséré après, enfin, en tout cas après tous nos éléments, une fois qu'on l'a inséré à cet endroit, nous ce qu'on souhaite c'est, vous voyez que là quand on clique sur le bouton, ça va nous l'insérer à la suite. Mais l'idéal ce serait de supprimer ce qu'il y a déjà à l'intérieur. Donc avant de créer nos éléments, on va prendre notre élément card, donc qui est juste là. Voilà. Donc on va venir le sélectionner et on va venir faire appel à la méthode innerHTML et on va lui mettre égal entre guillemets. Donc en gros là on est en train de lui dire que à l'intérieur de mon élément tu vas m'insérer cette chaîne de caractères qui est vide. Donc il va tout simplement supprimer ce qu'il y a actuellement pour le remplacer par rien du tout. Donc ça va vider ce qu'il y avait précédemment. Donc là quand je clique sur login et quand je clique sur mon like, ça m'a supprimé mon contenu précédent pour mettre le nouveau. Donc c'est parfait, c'est ce que je voulais. Donc, vous avez bien compris la différence entre append, qui lui va considérer ce qu'il y a déjà de présent et va le mettre à la suite, et innerHTML qui va écraser ce qu'il y a déjà de présent. Donc maintenant que j'ai supprimé ce qu'il y avait déjà, je vais du coup créer mon image. Je vais lui rajouter la classe IMGProfile parce que souvenez-vous, on avait mis tout un tas de mise en forme, etc. Une fois que je lui ai rajouté la classe, on veut également lui mettre une image. Donc ça, on le fera après. Quoique, on va le faire maintenant. On va se rendre au niveau de response. Donc, on va faire notre petit console.log de response pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je clique sur mon bouton like et quand je me rends dans ma console, je vois que j'ai bien ma réponse. Et nous, ce qu'on veut, c'est choper les URL qui sont ici. Donc c'est les URL des profils. Donc nous, ce qu'on veut, c'est ça. Alors on va pas tous les sélectionner. Là actuellement, on est sur le profil, on est sur le premier profil au chargement de notre page. Voilà, donc on est sur le premier, donc celui qui a l'index 0. Quand je me rends sur ma réponse, je vois que c'est celui-là. D'accord ? Moi, ce que je veux, c'est accéder, lorsque je clique sur like, c'est accéder au deuxième, donc celui qui a l'index 1. Donc ici, pour sélectionner l'index 1, je vais devoir mettre ici entre crochets 1. Donc si je clique sur mon bouton, je vois que ça me renvoie mon profil numéro 1. Et ensuite, je veux accéder à l'image. Donc l'image, c'est l'attribut PAF. Donc ici, je vais faire un point PAF. Et donc quand je réaffiche mon élément, je vois que j'ai bien uniquement mon URL. Donc cette image, pour l'afficher, on va devoir l'afficher en background.
Donc je vais accéder à son style. Ensuite, on va faire un point background image. Donc en CSS, pour éditer le background image, il faut séparer ça par un trait. Hop, de cette manière-là. Mais là, étant donné qu'on est en JS, on ne peut pas faire ça, c'est impossible. Donc là, c'est avec une syntaxe en camel case, et donc les mots sont séparés par une majuscule. Et donc à l'intérieur de ça, quand vous faites du CSS, vous devez mettre, si je vous montre un exemple, je me rends par exemple dans du CSS, imaginons que je me mette ici, que je fais un background image, je dois mettre URL entre guillemets et je mets du coup le lien vers l'image. Donc on va devoir respecter cette syntaxe là. Hop. Donc je vais me mettre dans mon script. À la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre ici entre commentaires. Et donc moi, ce que je veux, c'est cette syntaxe là. Donc on va se mettre en chaîne de caractères. Je mets URL entre parenthèses. Et à l'intérieur, je vais devoir mettre mon URL. Donc l'URL qui est stocké dedans. Donc pour nous simplifier la concaténation, je vais utiliser les accents graves ici. Voilà. Hop. Donc sur Windows c'est Alt GR7 et sur Mac c'est à côté de la touche entrée. Ce qui va me permettre de facilement faire de la concaténation de cette manière-là. Et à l'intérieur je vais pouvoir mettre une variable. Donc là je vais mettre ma variable, ma réponse, qui m'est renvoyée. Je peux supprimer le console.log. Et je peux supprimer également le commentaire. Voilà. Donc maintenant quand je clique sur Login, je clique sur le like et j'ai bien mon image qui s'affiche. Ce qui nous manque maintenant, c'est le petit texte, le nom du profil. Donc pour ça, on va se créer un nouvel élément. Alors je sais plus, il me semble que c'est un H2, voilà. Donc on va se créer une variable H2. Dedans, on va se créer un élément. On va se créer un élément HTML, donc create element. Donc on va pas refaire deux fois la même erreur, on va bien mettre les guillemets. Et donc à l'intérieur de cet élément, on va mettre notre nom de profil. Donc on va faire un h2.inner HTML. Et à l'intérieur, c'est notre objet qui a l'index 1. Et on va pas choisir le path, mais le name. Et donc là maintenant il nous reste à l'insérer à l'intérieur de notre code. Donc là je vais tout simplement dupliquer la ligne. Je vais pas insérer IMG mais je vais insérer H2. Et donc maintenant je clique sur mon login, sur mon bouton et on voit que ça m'insère bien mon image. Alors il y a une différence de taille. Il y a une différence au niveau de la taille. Je ne sais pas d'où ça vient. Bon, c'est pas bien grave. C'est un détail. Là on va se concentrer vraiment sur le JS. Mais ouais, non, je sais pas celui-là. Bon, c'est pas grave. Bon, là, si on prend un petit peu de recul sur notre code, on voit que, alors déjà, on fait plusieurs fois des requêtes, ce qui est pas forcément optimisé. Bon, là, normalement, ce qui se passe, c'est que là, on charge tous les profils en même temps, et ça, il faut absolument éviter ça. C'est juste que c'est une petite API que j'ai créée très rapidement. Et normalement, vous avez des API avec des liens beaucoup plus optimisés. Si vous utilisez des API REST ou quoi que ce soit, on aurait par exemple ce type de choses, un /5 par exemple, pour accéder au profil numéro 5 ou /1, etc. Donc déjà, c'est plus optimisé. Mais là, étant donné qu'on a chargé tous les profils au moment où on clique, où on soumet le formulaire au moment où on accède à la page profil, et ça, on peut le voir lorsque, ici, on fait notre console.log de response. Lorsque je clique ici, vous voyez que mes profils sont tous chargés, ils sont déjà tous disponibles. Donc là, je suis en train de refaire une requête que j'ai déjà fait. Donc c'est pas forcément très optimisé. Donc pour résoudre ce problème-là, ce qui se passe, c'est que moi, à l'intérieur de cette fonction-là, je n'ai pas accès à la réponse qui est ici, parce que c'est deux fonctions bien séparées. Et donc il va falloir regrouper en quelque sorte ces données-là. Et pour ça, on va se créer une nouvelle variable qu'on va appeler cat. On va juste l'initialiser
elle sera complètement vide, et après on va l'alimenter. On a du coup notre bouton qui nous renvoie notre élément, très bien. Et donc là, on avait créé notre variable cat. Donc le but, ça va être que au chargement de la page, enfin au chargement en tout cas de la page profil, lorsqu'on charge nos données là dans la première requête, on va lui dire, bah écoute, au lieu de faire le console.log là, on va lui dire que cat va être égal à notre response. Donc on est en train de stocker à l'intérieur de notre variable cat la réponse qui nous est renvoyée. Alors en quoi c'est intéressant de faire ça? C'est que maintenant, au niveau de notre variable ici, je n'ai plus besoin de refaire ma requête. Donc là, ici, là, je peux supprimer ça. Je peux supprimer ça également. Voilà. Hop. Alors je vais rétrécir ça, très bien. Hop, et voilà. Et donc maintenant, ce qui se passe, c'est que bien sûr, il va nous dire que la variable res n'est pas définie. Là, si je clique sur le bouton, il me dit que res is not defined, puisque maintenant, cette variable, il n'en a pas connaissance, il ne sait pas ce que c'est. Effectivement, maintenant, c'est plus rest, mais c'est du coup cat. Voilà. Et donc maintenant, quand je clique dessus, je vois que ça fonctionne bien. Donc ce que je peux faire à la limite, c'est faire la même chose pour en haut, ici, plutôt que de mettre response, donc on l'avait mis à cet endroit-là. Donc il y a un raccourci pour détecter les occurrences sur VS Code, puisque ici vous voyez que là je dois modifier cette partie-là, le nom de cette variable, et celle-là, donc plutôt que de le faire deux fois, je peux tout simplement venir sélectionner mon élément, je fais un CTRL D, et ça va me sélectionner les occurrences, qui va me permettre du coup de taper à plusieurs endroits en même temps. Ça peut être pratique. Donc là vous remplacez par 4, et du coup on vérifie que tout fonctionne correctement. Là quand je clique sur mon bouton, je vois que ça se charge bien. Quand je clique sur mon like, je vois que ça fonctionne également. C'est parfait. Alors c'est très bien, mais là on peut encore plus optimiser, puisque là vous voyez que on a tout ça là, donc, tout ce qui est ici, et tout ce qui est à cet endroit, au final il y a beaucoup de répétitions. Donc c'est quand même dommage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer une fonction. Quand vous avez des éléments comme ça en commun, vous pouvez créer des fonctions qui vont vous permettre d'optimiser un petit peu plus votre code. Donc pour créer une fonction, donc je vais vous faire rapidement une fonction pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Donc par exemple, je fais une fonction test, voilà, qui va faire un console, qui va faire un console.log test, tout simplement. Donc j'ai créé une fonction qui me renvoie un console.log test. Et ce que je veux, c'est exécuter cette fonction lorsque je clique sur le bouton. Donc là, je vais venir tout au début, par exemple. Quand vous faites une fonction, si vous ne faites pas appel à votre fonction, elle ne sera jamais exécutée. Donc là, il faut que j'exécute ma fonction. Pour exécuter ma fonction, je vais tout simplement mettre le nom de ma fonction entre parenthèses. Donc là, je clique sur Login, sur mon bouton, ça m'exécute ma fonction. D'accord ? Donc moi ce que je veux, c'est non pas exécuter un simple console log, ce que je veux, c'est afficher un profil. Donc ici, je vais mettre une fonction, enfin je vais changer le nommage de ma fonction, je vais mettre show profile. Donc le rôle de cette fonction, ce sera d'afficher un profil. À l'intérieur de show profile, on va pas avoir un console.log, mais on va avoir tout ça là. D'accord? Donc on va venir sélectionner tout ça. Je vais le coller à l'intérieur. Et donc maintenant, plutôt que de mettre tout ce code là, je vais supprimer tout ça et je vais le remplacer par l'appel de ma fonction, qui ne s'appelle plus test, mais qui s'appelle maintenant show profile. On va voir si ça fonctionne. Je clique sur Login, je clique sur mon bouton, ça m'affiche bien mon profil. Bon là vous allez me dire, j'ai pas vraiment optimisé grand chose. Et c'est vrai puisque là j'ai juste remplacé le code qui était présent, je l'ai mis dans une fonction, et ça m'a pas fait gagner beaucoup de lignes, même au contraire ça m'en a fait rajouter. Là où je vais gagner des lignes, c'est ici, puisque tout ça là c'est la même chose que ce qui est présent ici, donc je vais supprimer ça pareil. Hop, je vais revenir là, et on va également mettre ici show
profile. Et c'est là que c'est intéressant, parce que là on a économisé beaucoup de lignes. Quand je clique sur login, ça m'affiche le profil. Alors bien sûr, le problème c'est que ça m'affiche toujours le même profil, et moi c'est pas ce que je veux. Moi ce que je voulais, c'était que au chargement, ici à cet endroit-là, ça m'affiche le profil numéro 0, qui a l'index 0, et lorsque je clique sur le like, ça m'affiche l'index 1. Donc pour résoudre ce problème, on va passer un argument à notre fonction. Donc ici, je vais lui dire, bah écoute, tu vas m'afficher le profil avec l'index 0. Donc pour ça, je vais lui transmettre ici entre les parenthèses 0. Ici, je vais lui dire que tu vas m'afficher le profil 1. Et donc, à cet endroit-là, il va falloir que je mette un paramètre. Ce paramètre, ce sera du coup, on va mettre current profile. Et donc ici, plutôt que de mettre un chiffre en dur, donc là pareil, vous pouvez sélectionner grâce à CTRL-D pour sélectionner les occurrences, on va mettre du coup le nom de notre variable. Donc là, je viens sélectionner mes deux index et je viens mettre current profile. Donc à chaque fois que je vais faire appel à ma fonction, je vais lui transmettre un argument. Je vais le réceptionner au niveau de ma fonction, qui va atterrir du coup dans ma variable current profile. Et à l'intérieur de ma fonction, je vais du coup utiliser ma variable. Ce qui fait que maintenant, lorsque je soumets mon formulaire ici, je fais appel à ma fonction, mais je lui transmets l'argument, enfin l'argument 0. Ici, je vais lui transmettre l'argument numéro 1. Donc quand je soumets, j'ai bien le 0 qui s'affiche. Donc là, vous voyez que l'apparence n'est pas la même, donc j'ai dû... ça vient sûrement de mon code ici, bon, c'est pas bien grave. Et lorsque je clique sur like, ça m'affiche celui qui a l'argument numéro 1. Donc c'est parfait. Alors le truc, c'est que à chaque fois que je vais appuyer sur like, ça va tout le temps m'afficher le même profil. Là, à chaque fois que je clique sur le like, ça m'affiche le profil numéro 1. Mais quand je reclique sur like, à chaque fois, ça m'affiche le même. Et moi, c'est pas ce que je veux. Moi, ce que je voudrais, c'est que ça m'affiche le profil actuel plus 1. D'accord? Donc à chaque fois, on va incrémenter. Donc cette valeur qui est ici, qui est en dur, je vais tout simplement l'incrémenter. Donc pour l'incrémenter, alors ce qu'on va faire, c'est current profile, on va le mettre tout en haut. Voilà, donc on va le déclarer à côté, enfin juste en dessous de notre cat. On va lui dire que au chargement de notre application, cette valeur, elle vaut 0. Lorsque je me rends ici, donc là je lui transmets 0, pourquoi pas, j'aurais pu lui mettre la variable sinon. J'aurais pu directement lui mettre tac, current profile, ça fonctionne également. Donc là pareil, je vais mettre current profile. Donc là si vous avez bien suivi, il va y avoir un petit problème, c'est que là ça va m'afficher 0. Si je me rends ici, je clique sur like, hop. Donc j'ai bien le 0 qui s'affiche, et quand je clique sur mon like, j'ai encore le 0 qui s'affiche. Donc là il va falloir l'incrémenter. Donc pour l'incrémenter, au moment où je clique sur like, je vais prendre ma valeur actuelle, plus, et ça va me faire plus 1. Voilà, donc là je clique dessus, alors l'API met un peu de temps. Donc quand je vais être à 0, il va me faire plus 1, donc je vais être à 1. Quand je vais être à 1, il va me mettre plus 1, donc je vais être à 2, etc. etc. Et donc ça va afficher à chaque fois les profils suivants. Voilà, donc je clique sur... Et pour en être sûr, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un console.log de current profile. Ça au moins, on aura un petit debug, on aura un retour. Donc je clique sur login, je clique sur mon like, vous voyez que j'ai bien le 1 qui s'affiche. Je clique encore dessus, j'ai le numéro 2, etc. etc. Et donc là, je fais défiler du coup mes profils. Alors au bout d'un moment, il n'y a plus de profil, donc là vous allez avoir une erreur. Il va nous dire cannot read property path of undefined. Donc il nous dit tout simplement que la propriété path, l'attribut path n'est pas définie. On va voir pourquoi. Puisque au bout d'un moment, on est en train de lui dire donc affiche-moi le profil précédent, etc. Donc nous on a une petite application, on n'a pas beaucoup de profils. Et ce qui se passe, c'est que au bout d'un moment, notre tableau d'objets
il a une longueur totale de 12, donc il a 12 objets à l'intérieur et pas plus. Donc on est en train de lui dire affiche-moi le profil numéro 13, sauf qu'il n'existe pas, donc c'est pour ça qu'il nous renvoie cette erreur là. C'est juste qu'on va trop loin. Donc là il suffit juste au niveau de notre appel de fonction, on va se mettre juste en bas, et on va faire une condition pour vérifier est-ce que j'ai encore des profils tout simplement. Donc on va faire if current profile. Nous on en a combien en tout? On va faire un console.log pour le savoir, console.log du coup de 4. Là il va bugger, hein, donc je vais le supprimer. On va également supprimer le console.log qui est ici, il ne nous sert à rien pour le moment. Voilà, je clique ici, je clique sur like, ça, voilà, et donc ça nous renvoie bien notre élément. Vous voyez qu'il y a 12 éléments. Ça veut dire que ici, je vais afficher tout ça à condition que le current profile soit supérieur, strictement supérieur à 11. Alors pourquoi 11? C'est que il y a 12 éléments, mais que ça commence par 0, ça commence par l'index 0. Donc si je sélectionne l'élément qui a l'index 12, il n'existera pas. Et je vais mettre tout ça à l'intérieur. Je vais le déplacer. Donc vous sélectionnez votre bloc, vous restez appuyé sur Alt, touche directionnelle vers le haut. On va tester, je clique sur mon like. Alors pourquoi il ne veut pas... Ah oui, c'est parce que c'est ma condition qui n'est pas bonne. Donc je clique sur suivant, etc. etc. Et donc là, au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus. Donc on peut gérer, pourquoi pas, la condition else, pour dire, tiens, si du coup, cette condition est false, donc ça veut dire que si je ne rentre pas dans cette condition et tout ça ne va pas s'exécuter, du coup qu'est-ce que je fais? Donc là on peut à la rigueur venir à cet endroit là dans le else, venir sélectionner notre card, et plutôt que de mettre quelque chose de vide, on peut mettre par exemple si je mets erreur, voilà, donc là quand je clique à chaque fois, voilà, et au bout d'un moment ça me met un erreur. Donc là on vient de gérer cette partie là pour afficher les profils suivants. On l'a fait pour la partie like. Nous, ce qu'on voudrait, c'est également le faire pour la partie run, donc l'autre bouton. Donc là, c'est tout simple. C'est tout simple. On peut du coup venir sélectionner, donc faire un document.getElement by ID. Notre bouton s'appelle run, et ensuite on va lui rattacher l'écoute d'un événement click du coup. Et ensuite, on lance notre fonction, et à l'intérieur, on va faire la même chose. Bien sûr, on a fait encore de la répétition de code, on pourrait optimiser ça un petit peu plus. Pour l'instant, pour pas complexifier les choses, je vais le laisser comme ça. On a également la fonctionnalité qui est la même, quel que soit le bouton. On pourrait améliorer ça aussi. Ça, on va le voir ensemble. Mais là, normalement, tout devrait fonctionner. Donc, si je clique sur like, ça m'affiche le profil suivant. Et sur run également. Alors, ce qui se passe, c'est que, imaginons que demain, on ait des utilisateurs qui se rajoutent sur notre application. On va être un petit peu embêté, puisque là, on s'arrête du coup à notre 12e utilisateur. Et mais du coup ça va pas être terrible. Donc ça c'est pas du tout dynamique, et je vais pas à chaque fois revenir dans mon code pour vérifier si j'ai pas un utilisateur qui s'est rajouté ou quoi que ce soit et modifier directement le code. Donc ça c'est juste pas possible. Donc ce qu'on va faire pour rendre ça dynamique, c'est qu'on va remplacer cette valeur par la valeur, enfin le nombre d'éléments dans notre dans notre tableau. Donc au niveau de notre console.log ici, si je clique, voilà, ça me renvoie mon tableau, et vous voyez que ici j'ai le nombre d'éléments stockés à l'intérieur de mon tableau. Donc en fait je peux remplacer ça par cats, donc mon fameux tableau, et je vais venir sélectionner l'attribut .length. Et .length, alors si je le mets ici, hop, .length, voilà, je clique ici. Alors à chaque fois je confonds. Vous voyez que ça me renvoie bien 12. Et ça, peu importe le nombre d'utilisateurs, à chaque fois ça va être dynamique. Ce qui fait que là, th.length, ok, je vais faire length -1 et ça va me remplacer ça par 11. Si demain j'ai un autre utilisateur qui se rajoute, ça va automatiquement se mettre à jour. Donc je vais supprimer ça.
Et donc là, on va vérifier si tout fonctionne. Normalement, ce serait bien le cas. Voilà, donc je vois qu'au bout d'un moment, j'ai bien mon erreur qui s'affiche, donc tout est OK. Mais ce qu'on peut faire, c'est personnaliser un petit peu le message qui est ici. On peut directement, à la place de mettre erreur là, on peut mettre directement du HTML à l'intérieur. Je peux faire un truc de ce style-là. Par exemple, on peut mettre un H3. Étant donné que c'est inner HTML, bah, je peux mettre du HTML. Et là, je vais fermer mon H3. Voilà. On va voir ce que ça donne. OK, et à la limite, dans notre style.css, ce qu'on va faire, c'est que les H3, hop, je vais venir ici. Les H3, on va faire un text line center. Voilà, ce sera un petit peu mieux. Voilà, donc là, on arrive à bien afficher nos profils. Et maintenant, ce qu'on peut faire à la limite, c'est améliorer un petit peu notre application, puisque là, à chaque fois, on va afficher le profil suivant. Donc imaginez que à chaque fois la personne crée un compte, elle va arriver tout le temps sur les mêmes profils. Ce qui fait que celui qui est en premier, il a plus de chances d'être sélectionné en quelque sorte. Ce qui serait bien, c'est que ce soit de manière random, totalement aléatoire, et qu'il n'y ait pas de principe d'ordre. Donc là, on va devoir utiliser du coup une fonction JavaScript. Donc si on se rend sur Google, si je tape par exemple random.js, je vais atterrir sur la documentation et je vais avoir des exemples de fonctions pour générer des chiffres aléatoires. Et donc du coup on a notre fonction mathRandom, vous avez vu comment ça fonctionne. Donc on a en fait une fonction mathRandom, on va tester ça dans notre code. Je vais réafficher mon code, je réaffiche la console. Voilà, donc ici plutôt que de faire un plus, bon, on va le mettre juste avant, du coup on va faire un console.log. À la limite ce qu'on va faire c'est qu'on va se créer une variable, on va l'appeler random est égal, et on va faire un math.random. Donc ça va se déclencher au moment où je clique sur mon bouton. Je clique dessus, alors j'ai pas mon console.log, c'est normal, je ne l'ai pas mis, donc je fais un console.log de random. Voilà, donc je clique sur mon bouton et je vois que ça m'affiche un nombre aléatoire. Alors là, vous avez vu, ça nous embête un peu puisque c'est pas un entier et nous on voudrait avoir un nombre entier. Donc pour générer un nombre entier, on va entourer cette fonction d'une autre fonction qui s'appelle math.floor et qui va du coup nous renvoyer un nombre entier. Alors là, ça nous affiche toujours 0 puisque on n'a pas mis de... Il nous manque un deuxième argument pour que ce soit mieux. Donc là, par exemple, on va mettre 11. J'enregistre. Donc là, en gros, ça va être la fourchette. Ça va être entre 0 et 11. Et à chaque fois que je clique, alors c'est entre 0 et 10, pardon. Donc là, je vais mettre du 12. Et donc à chaque fois que je clique, vous voyez que ça me génère un nombre aléatoire. Donc c'est parfait, c'est ce qu'il me fallait. Ce qui fait que maintenant, plutôt que d'afficher ici, plutôt que d'afficher toujours les mêmes profils, je vais remplacer ça par random. Donc là, je ne vais pas mettre current profile, mais je vais mettre random. Hop. Et on va faire la même chose pour ici. Voilà. Et donc maintenant, ça va me générer des profils de manière aléatoire. On pourrait faire la même chose également pour cette partie-là, puisque au chargement de la page, là ça affiche toujours le même, l'index 0. Moi c'est pas ce que je veux. Donc à la limite, vous voyez que là ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de répéter beaucoup de choses. Et qu'est-ce qu'il y a en commun entre tous ces éléments-là? C'est notre fonction. Donc plutôt que à chaque fois tout remettre, ce qu'on va faire c'est que ce qu'on a ici, on va venir le mettre dans notre fonction. Voilà. Et donc là on va pas mettre current profile, mais on va mettre random. Ce qui fait que notre current profile, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin non plus de cette condition, bien que on pourra en avoir besoin plus tard, puisque là, on génère un nombre aléatoire, mais si par exemple j'ai généré l'index numéro 2, bah, il se peut que plus tard, je régénère de nouveau l'index numéro 2. Donc ça pourrait nous servir plus tard. Mais là, pour le moment, je vais l'enlever. Et donc ça, je peux également l'enlever. Ok, donc maintenant que j'ai ça, à chaque fois ici que j'appelle ma fonction, je n'ai pas besoin
de renseigner l'argument, puisque le nombre aléatoire se génère à l'intérieur de ma fonction. J'ai juste à appeler ma fonction, et ici, pareil, je peux supprimer ça. On vérifie ici, tout fonctionne. Donc là, on voit que random is not defined. Alors effectivement ici, je lui renseigne un argument random mais qui n'existe pas. Donc je le supprime. Voilà, et quand je clique, je vois que tout est ok, ça fonctionne. Autre chose, là on peut encore optimiser un peu plus. C'est que là, vous voyez, on a exactement la même chose. La seule chose qui change, c'est l'identifiant. Alors là, deux solutions. Soit on peut ici se créer une fonction, onClick par exemple, faire un truc comme ça. Voilà, on pourrait mettre ça, et à l'intérieur, on pourrait mettre ça à l'intérieur. On pourrait faire ce genre de choses. Sinon, tout simplement, on peut sélectionner une classe. Ici, au niveau de notre index, on pourrait rajouter une classe et venir boucler sur toutes les classes qui ont cet élément-là. Et voilà, et venir du coup rattacher un événement dessus. Bon, là je vais le laisser comme ça pour l'exemple, parce que manipuler les classes c'est un petit peu plus compliqué. Ok, donc là je vais juste remettre un petit peu au propre. Ok, donc là on peut également faire un petit peu de refactoring en plus. Par exemple, là vous voyez qu'on a sélectionné 3 fois le même élément. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est faire un let card. On peut l'appeler card par exemple, créer une variable card et stocker à l'intérieur notre document, .select élément, etc. Donc là, je vais mettre ça à l'intérieur. Et du coup, je peux remplacer ce sélecteur là. Donc faites un CTRL D pour sélectionner les occurrences par ma variable card qui est ici. Donc là, vous voyez que ça nous fait économiser un petit peu de code. Ce que je vais faire également, c'est que je vais regrouper mes déclarations de variables juste en haut. Ce sera plus lisible. Et voilà, et donc du coup ensuite on a notre ajout de classe, etc. Donc c'est parfait, et je vais mettre ça par un espace pour du coup l'insertion dans le DOM. Donc vous avez vu l'importance des fonctions, ça nous permet vraiment d'optimiser notre code, c'est de plus en plus utilisé. Si je prends l'exemple de React par exemple, qui est un framework Node.js créé par Facebook, du coup tous les développeurs maintenant utilisent la programmation fonctionnelle, donc c'est quelque chose auquel il faut prendre l'habitude, et il faut être, si vous voulez faire du JS, il faut vous habituer à vraiment utiliser les fonctions, c'est hyper important. Voilà, donc c'est tout pour moi pour cet épisode, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous n'avez pas vu les précédents épisodes, à revenir sur les replays de l'école, à vous abonner également pour être au courant des prochains cours. Passez une très bonne soirée et à très vite. Ciao tout le monde.